Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ces 8e rencontres prévention santé de la Fondation Ramsay. Ces dernières années, nous avons abordé des thèmes très divers, l'infox et les fake news l'année dernière, nous avons parlé aussi de harcèlement scolaire, nous avons parlé de maladies sexuellement transmissibles, nous avons abordé beaucoup de sujets, mais peut-être jamais un sujet aussi général qui interpelle vraiment tout le monde, le stress. Alors bien sûr, les jeunes et le stress, cette génération sous pression, pourquoi sous pression ? À cause de qui? Nous allons l'étudier, puis surtout, comment gérer la pression, parce que la pression, ça peut donner aussi de la locomotion, de l'élan, mais ça peut donner aussi des coups de pression négatifs. Cette génération sous pression, cette génération de jeunes, elle est victime de ce phénomène qu'on appelle stress. Et ça, évidemment, tout le monde dira « moi aussi, je suis stressé, il m'arrive d'être stressé ». Il est donc important de rentrer plus avant dans le détail de ce phénomène de société, mais qui est aussi un fait médical avec des conséquences psychiques, des conséquences cliniques. On va observer tout cela avec nos invités. Ils sont 6 en plateau, mais il y en aura d'autres. On va vous emmener en Suède également. Et puis on va vous emmener au cœur de ce phénomène avec une étude inédite qui a été réalisée pour mesurer précisément le stress dans la société, le stress par rapport aux jeunes. C'est pourquoi, sans tarder, je vais donner la parole à la première de nos intervenants. Je les présenterai au fur et à mesure pour pas que vous oubliez leur nom avant qu'ils prennent la parole. Notre première intervenante, c'est Nadia Ozano. Bonjour. Vous êtes la directrice générale associée du pôle santé de Opinionway et vous avez donc piloté cette étude, l'Observatoire Stress. Alors, sans tarder, dites-nous quelles sont les grandes lignes à en retirer, puis après on va regarder plus dans le détail pour la population qui nous concerne, les jeunes. Très bien, bonjour à tous. Donc, en effet, un petit rappel d'abord de la méthodologie. Donc, nous avons réalisé une étude online auprès d'un échantillon représentatif d'environ 1000 Français, représentatif sur des quotas de sexe, âge, profession, région. Et on a fait un focus sur les 18-24 ans, puisque c'est le sujet du jour. On a aussi réalisé cette étude en Italie et en Suède. On fera des comparatifs qui sont assez intéressants. 2 pays choisis au hasard parce qu'ils ont une culture par rapport au stress proche de nous? Alors, il y avait la volonté de faire un focus sur un pays plutôt méditerranéen et un pays plutôt nordique. Voilà, c'est ce qui a expliqué le choix de ces 2 pays. Les résultats? Et les résultats, alors on a d'abord le niveau de stress qui va être mesuré, puis on va voir ensuite les causes, les conséquences, les moyens d'information et enfin les actions entreprises contre le stress. Alors 21e siècle, siècle du stress? Indubitablement, oui, tout à fait. On va voir que le niveau de stress est très élevé dans la population et notamment auprès des jeunes. Quels sont les chiffres que l'on peut donner? Alors, les principaux chiffres, c'est d'abord le nombre de Français et de jeunes Français des 18-24 ans qui se déclarent stressés. C'est 68% d'entre eux, avec 20% de très stressés, une moyenne qui est supérieure à l'ensemble des Français de plus de 9 points. Donc, il y a vraiment un focus sur cette génération. Et on a en Italie et en Suède des niveaux de stress qui vont être aussi élevés. Alors, en Italie, un peu moins, il n'y a que 47% de stressés parmi les jeunes. Et en Suède, on est à 72% de jeunes qui sont stressés, donc un niveau de stress qui est encore supérieur à la moyenne et à celui des jeunes Français. Donc c'est un phénomène qui dépasse les cultures en fait, c'est un phénomène vraiment de notre époque sur tout le continent. Tout à fait. Les différences, Italie, Suède, France, est-ce que vous arrivez à mesurer pourquoi ? Alors, on n'a pas d'éléments d'explication. On va voir qu'il y a des causes, il y a des moyens d'information qui sont un peu différents. C'est vrai que la Suède, on peut se dire que la lumière du jour peut peser, mais on n'a pas d'éléments avérés dans l'étude, en tout cas pour le confirmer. Entre les adultes et les jeunes, il y a donc une différence. Est-ce que ces générations en sont conscientes et est-ce qu'on arrive à la sourcer, à l'expliquer ? Alors, on va voir les causes, en effet, les causes du stress qui sont chez les jeunes, c'est à peu près logique, les études en première position, suivi des problèmes financiers qui, on l'a vu pendant le Covid, ont particulièrement été importants, notamment sur l'enjeu de l'alimentation, mais également sur l'enjeu du logement, qui est encore un enjeu actuel, et la vie personnelle, qui est la 3e cause. Alors, sur la moyenne des Français, la hiérarchie est assez différente, c'est logique, il faut plus d'études. Donc, c'est la vie personnelle qui ressort en premier, suivi des problèmes financiers, la vie professionnelle ensuite et les problèmes de santé qui vont être cités à 25%, alors que logiquement, ils sont qu'à 13% pour les plus jeunes. C'est paradoxal quand même que les études stressent autant les jeunes, alors que ça pourrait être perçu comme quelque chose de positif. On apprend, on s'épanouit, on va vers des métiers.
Sauf qu'il y a un contexte quand même de contraintes, de stress général sur ces études, des enjeux de compétition, des inquiétudes liées à l'avenir, qui pour moi expliquent très clairement que ça soit situé à la première cause pour cette population. Derrière, on a les problèmes financiers. Là encore, ça dénote un climat économique tel qu'on le constate dans toute la population, dans tous les pays. Tout à fait, tout à fait. Quand on va regarder sur l'Italie, alors les études vont aussi être le premier facteur de stress devant la vie personnelle. Et pareil sur la Suède, les problèmes financiers arrivant un peu derrière. Donc pour moi, ça remonte vraiment à cette première époque du Covid qui a fait révéler en fait l'ampleur des problèmes financiers chez cette population de jeunes. On dit souvent le refuge dans ces cas-là, c'est la famille, c'est les amis, c'est la vie personnelle. Aïe, la vie personnelle, c'est plus un bouclier. Non, tout à fait. On est dans une période où cette génération a du mal à créer des relations affectives, la relation avec les parents, la relation avec les amis, les relations amoureuses, tout ça c'est perturbé? C'est perturbé, mais on va voir quand même que la famille reste quand même un ancrage, notamment en termes de moyens d'information et en termes d'action des personnes vers qui on va se tourner quand même de façon assez importante. Alors ça, c'est le stress tel qu'on le subit. Et puis il y a les conséquences du stress. Tout à fait. Les Français ont une claire conscience de ce qui est abîmé dans leur vie par le stress, notamment les jeunes. Tout à fait. Alors la principale conséquence qui va être identifiée pour les jeunes, c'est les problèmes de sommeil. On sait qu'il y a plein d'études qui font le lien en effet entre sommeil et stress. Donc c'est vraiment cité de façon importante, à peu près au même niveau que pour l'ensemble des Français. Ensuite, il y a les répercussions sur les comportements, la nervosité, l'énervement. C'est 54% le sommeil, hein. C'est-à-dire c'est vraiment très général. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, donc les répercussions sur le comportement. Exactement. On est irascible à cause du stress, et on s'en rend compte. Tout à fait. Et puis ensuite, les problèmes d'alimentation qui sont particulièrement importants et beaucoup plus importants que sur l'ensemble des Français, puisque c'est plus 13 points par rapport à la moyenne des Français. Et enfin, des problèmes de concentration qui, là aussi, sont beaucoup plus mis en avant chez cette population de jeunes. Est-ce qu'on ne fait pas porter au stress la responsabilité de tas de sortes d'autres phénomènes? Est-ce que les jeunes expriment quelque chose là-dessus? Ils appellent stress ce qui est un malaise plus général? Alors, difficile à mesurer. Je pense que la définition peut être assez subjective, mais on voit que dans les conséquences, pour eux, c'est quand même assez clair, hein, avec des problèmes de sommeil et des problèmes de comportement et des problèmes très concrets également sur l'alimentation et sur la concentration. Donc, c'est des éléments à la fois très concrets qui rentrent dans cette globalité de la définition du stress. Et néanmoins, les jeunes sont prêts à se défendre contre le stress. Tout à fait. Alors, ils cherchent des amis, ils cherchent des alliés. Où sont-ils? Exactement. Alors, ils cherchent d'abord de l'information. Et cette information, en effet, de façon assez intuitive, en France en tout cas, elle va être sur les réseaux sociaux. Et on va aussi mener plusieurs actions avec d'abord la pratique d'un sport qui finalement va être à peu près au même niveau que pour l'ensemble des Français. On va ensuite avoir les discussions avec l'entourage. C'est là que le rôle des parents notamment est important, qui peut s'expliquer aussi par le fait que beaucoup de jeunes vivent encore chez leurs parents. Donc c'est finalement le premier interlocuteur vers lequel on va légitimement se tourner. Ça va être suivi ensuite d'une consultation avec un professionnel de santé qui finalement arrive assez tard dans la hiérarchie, avec notamment le médecin, mais aussi le psychologue qui intervient de façon importante et qui va être encore beaucoup plus important en Suède. Et puis enfin, des actions comme la relaxation, le yoga ou la médication qui vont être citées à peu près au même niveau que l'ensemble des Français. Et on notera quand même que 21% des jeunes ne font rien contre le stress. Donc ils n'identifient pas forcément la gravité du problème. Ne rien faire et ne pas penser tout de suite au relais médical, ça montre qu'il y a une action à mener. Tout à fait. Clairement, c'est une alerte que cette étude, que la progression du stress chez les jeunes et que peut-être l'errance pour trouver des solutions. Tout à fait. Eh bien, on va parler des solutions toute cette matinée, mais je vais vous donner la parole, Jean-Luc Duché, docteur Duché, parce que le stress, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi autre chose. Je signale déjà votre livre, Stress, anxiété, dépression, les thérapies pour s'en libérer. C'est chez Odile Jacob. Pour s'en libérer, oui, mais attention, le stress peut être aussi un ami. On a du mal à vous croire, là. Tout à fait. Le stress, c'est quelque chose de positif en premier, et fondamentalement positif, ce qui veut dire que si le stress n'existait pas, l'humanité n'existerait pas, les animaux sur Terre, il y en aurait beaucoup qui n'existeraient pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le stress? En fait, le stress, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme à toute sollicitation qui lui est faite.
Ça veut dire que ce soit une infection, le Covid, la grippe, que ce soit une charge de travail importante, que ce soit un conflit familial ou autre. Une menace. Tout ça va avoir une réaction adaptée de l'organisme, mais va aussi avoir une réaction qui est la réaction de stress. Donc c'est quelque chose de positif et il ne faut pas l'oublier. En fait, quand on est agressé d'une façon ou d'une autre, on a trois façons de réagir. Le stress va se passer en trois phases. La première, c'est la réaction d'alarme qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on est surpris par une voiture qui grille un feu, un stop, on va avoir une décharge d'adrénaline, ce qu'on connaît tous, et là c'est la réaction d'alarme. Ça va durer en moyenne entre 1 minute et 24 heures au maximum. Et si le stress continue, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une autre adaptation, parce qu'on épuise vite l'adrénaline, qui va être au niveau des corticosurrénales, et on va sécréter du cortisol, qui va donner par la suite la cortisone que tout le monde connaît. Et donc ça donne de l'endurance un petit peu. Exactement, ça permet une adaptation à long terme. Si un étudiant doit passer un examen, eh bien, il va pouvoir tenir le coup beaucoup plus longtemps. Et puis la troisième phase, et jusqu'à là c'est positif. La troisième phase, c'est celle qui devient négative, c'est lorsqu'on a épuisé nos ressources. Et à ce moment-là, effectivement, on va rentrer dans une phase d'épuisement qui va se manifester en particulier par des troubles de l'attention, du sommeil et tout ça. Je voudrais revenir sur les troubles du sommeil. On dit qu'il y a 50% des jeunes qui disent que le stress entraîne des troubles du sommeil, mais on peut aussi dire que le manque de sommeil est certainement une des causes de stress. Donc ça se nourrit, c'est un cercle vicieux. Exactement. Je pense que la première chose, c'est de réguler le sommeil. Ça, c'est la première chose. Pardon. Ça s'est aggravé depuis la Covid, cette situation ? Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, les agressions qu'on a sont peut-être plus importantes. Il y en a eu pendant le Covid. Il y a des gens qui étaient très heureux pendant le Covid. Les gens qui avaient une agoraphobie, ils étaient ravis. Les gens qui avaient un TOC, tout le monde était toqué, il fallait se laver les mains 10 fois, ils étaient ravis. Donc ça allait bien. Et il y a des gens qui regrettent la période de Covid. Et en même temps, on a l'impression que la génération Covid, ces jeunes dont nous parlons, elle est abîmée, elle. Je pense que ça a cassé beaucoup au niveau de la relation. Vous parliez au niveau de problèmes relationnels et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est la relation interhumaine. On ne le voyait pas dans les sondages, mais s'il y a une différence entre les filles et les garçons par rapport au stress actuellement, chez les jeunes? C'est une réaction d'adaptation. Alors pourquoi on a une image négative du stress? C'est ça qui est important. C'est qu'en fait, il y a une confusion par un glissement de termes. Au départ, donc c'est une réaction d'adaptation. Et maintenant, on considère, quand on parle de stress, on parle des facteurs de stress. Et donc eux, effectivement, sont négatifs puisqu'ils nous entraînent un stress. Sauf qu'un étudiant qui va avoir un examen qui est stressé, ce n'est pas forcément négatif parce que ça va lui permettre d'arriver et d'avoir son examen. Donc le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif. Simplement, il faut apprendre à le gérer, à le moduler, repérer les facteurs de stress et essayer de les contrôler. Le mesurer et s'en libérer, comme vous le dites dans votre livre. Le mesurer, on reviendra vers vous tout à l'heure pour parler de l'échelle du stress, c'est important. Néanmoins, on va aller maintenant regarder chez les jeunes, parce qu'il y avait une distinction qui manquait dans l'étude, c'est qu'on n'a pas la différence entre filles et garçons, en tout cas elle n'apparaissait pas. Et on a sur le plateau une jeune fille, Miel. Miel habite Bol, vous avez 17 ans je crois. C'est ça. Et donc vous êtes cette génération Covid. Vous étiez enfant, pré-ado, quand ce Covid s'est déclenché. Aujourd'hui, vous créez des contenus, vous avez cofondé Link, alors L2YNK, qu'est-ce que c'est que Link ? Alors Link, c'est une application et une fondation qu'on a créée avec du coup mon père qui est à côté de moi. Qui parlera après, d'abord les jeunes. Après, on le présentera après. Et le docteur Claire Morin qui est médecin psychiatre. Donc c'est une application qui est déjà une safe place pour les jeunes où ils ont un tas d'outils en fait qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour prendre soin de leur santé mentale. Par exemple, ils ont un calendrier émotionnel pour avoir un suivi un peu de leur état d'esprit. Ils peuvent se fixer des objectifs, ils ont un compteur de sobriété qui est beaucoup utilisé pour les addictions. Pour beaucoup de jeunes, c'est la scarification, le fait de fumer, de boire, ça peut être tout et rien en fait, c'est eux qui choisissent. Ils ont aussi un kit de secours, donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé en psychiatrie, dans les hôpitaux et tout. Moi j'en ai fait beaucoup parce que j'ai eu des périodes un peu compliquées étant plus jeune. Et c'est qu'est-ce que je fais quand ça va pas. Donc trouver des alternatives au mal-être. Par exemple, aujourd'hui ça va, genre je me sens vraiment pas bien, je vais appeler mon père ou je vais aller me maquiller, ça va me faire du bien. C'est trouver vraiment une alternative. Les petites choses dans la vie qui font soupape. C'est ça, exactement.
Les jeunes peuvent l'utiliser seuls, cette application. Pas besoin d'avoir un médecin à côté. Non, ils peuvent l'utiliser tout seuls. Elle est entièrement gratuite pour les jeunes, sans pub, tranquille. Et ils peuvent aussi se connecter avec un adulte de confiance dessus. Donc ça, c'est vraiment la partie innovante et vraiment qui aide énormément. C'est vraiment recréer ce lien avec son parent, avec son adulte proche. Parce qu'aujourd'hui, le lien est très compliqué, la communication est très difficile. Donc on va essayer de digitaliser, on va dire, dans un premier temps cette relation pour qu'après elle soit plus fluide en fait dans la vraie vie. Ça démarre fort, les utilisateurs de votre application. Oui, il y en a eu beaucoup. Au bout de 24 heures, on a eu 150 000 téléchargements. Ça montre qu'il manquait quelque chose. Oui, 100 000 comptes créés. Ça montre qu'il y a de la demande, je pense. Ça montre que les jeunes sont demandeurs en fait, de ce genre d'outils, qui sont demandeurs d'aide, de compréhension, d'écoute. Je pense que les jeunes aujourd'hui se sentent un peu incompris par le monde adulte, par tout le monde en vrai, par l'école, par le gouvernement. Ils se sentent un peu rejetés. C'est un peu la génération Z, la génération sans avenir et tout, qui ne veut pas travailler, alors qu'au final, elle peut faire des choses très bien, cette génération. Et je pense que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés et d'être pris au sérieux aussi. Alors pris au sérieux par tout le monde, par les adultes, par les médecins. Puis alors vous avez eu un intervenant, si j'ose dire, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a réagi. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a répondu par les réseaux sociaux? Oui, alors moi j'ai fait une vidéo pour lui adresser un message parce que j'ai presque 2 millions d'abonnés sur les réseaux, donc c'est sûr que ma voix porte pas mal quand même. Et j'ai demandé à toute ma communauté de taguer le président de la République dans mes commentaires pour lui expliquer qu'en fait, nous chez Link, on est prêts à faire des choses, on a plein d'idées pour améliorer la santé mentale des jeunes. Pas des choses nécessairement très compliquées. Je ne peux pas trop spoil, mais on a plein d'idées qu'on a notées hier avec mon père et tout. Et en fait, je lui ai demandé, il faut nous écouter. À un moment donné, moi, je suis une jeune, j'ai 17 ans, je suis suivie par des millions de jeunes qui me connaissent, qui ont les mêmes difficultés que moi, qui ont eu les mêmes difficultés que moi, qui veulent être écoutés, écoutez-moi. Okay. Et il m'a fait une vidéo réponse avant-hier. Alors, j'étais un peu choquée, mais je suis contente parce qu'il met un peu le sujet sur la table publiquement. Et je trouve ça plutôt bien. Après, j'espère que ce n'est pas qu'un beau discours, que ce n'est pas juste des belles paroles pour faire de la Qu'est-ce que vous attendez alors du coup? Il vous invite à l'Élysée? Je suis invitée à l'Élysée. Bon, pour en parler avec lui concrètement? Oui, pour en parler, dans un premier temps avec ses conseillers, après je pense avec lui. Comme j'ai dit, j'espère qu'il y aura des vraies actions qui vont être mises en place. Nous, on est engagés, on veut mettre en place des actions. On n'est pas là que pour faire des beaux discours, on n'est pas là que pour dire il faut penser à la santé mentale des jeunes, c'est important. Alors oui, il faut le dire, mais il faut aussi mettre des choses en place et on attend ça. On attend ça de sa part, on attend qu'il s'engage réellement pour la cause. Quelles sont les premières urgences? Parce que l'appli Link, elle peut suffire. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre comme action? Aujourd'hui, les jeunes, comme vous l'avez dit, les études pour les 18-24 ans, c'est la première cause de stress. L'école. L'école, c'est très compliqué pour les jeunes. Il faut réformer l'école, qu'on n'aborde plus pareil les examens. Sur un projet long terme, pour moderniser l'école, il faut tout changer. Parce qu'aujourd'hui, l'école, elle n'est plus adaptée aux jeunes. Elle ne prépare plus les jeunes pour le monde d'aujourd'hui, finalement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses assez simples qui peuvent être mises en place dans un premier temps pour, on va dire, soulager un peu la jeunesse. Parce qu'à l'école, c'est la deuxième maison des jeunes. Ils ont une pression de malade avec le choix des études, avec Parcoursup, avec les notes, avec les devoirs, avec le transport, avec les heures de cours. Et ils s'en peuvent plus. Honnêtement, moi, je reçois tous les jours, même avec Link et tout, on reçoit tous les jours des centaines de messages. Les jeunes, ils n'en peuvent plus. Surtout en ce moment. Mais oui, ils sont en train de craquer. Pense à ton avenir, c'est bien, mais pense à ton présent aussi. Il faut te déstresser un petit peu. On a une jeunesse, on n'en a qu'une, il faut l'apprécier, ça ne sert à rien. L'école, c'est une chance. Et aujourd'hui, c'est devenu une souffrance pour beaucoup de jeunes. Et je pense que faut remédier à ça, parce que ça ne sert à rien. Le premier message que vous pouvez donner à ceux qui se connectent, qui appellent au secours, c'est de parler à un médecin, à un parent. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Parler, c'est le premier pas vers la guérison. Même juste raconter ce qui ne va pas, parler, même extérioriser, même écrire, ça fait toujours du bien. C'est hyper important de demander de l'aide, de trouver des soutiens autour de soi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent un peu seuls, on va dire, face à des situations et des difficultés et tout. Et c'est important que, même si ce n'est pas facile de parler de ces problèmes, c'est tellement important parce que c'est encore plus difficile de rester seul dans ces problèmes. Et donc nous, c'est vraiment les messages qu'on fait passer, c'est vraiment genre, faut communiquer, faut essayer, parler. Vous dites guérison, le premier pas vers la guérison. Ouais. C'est donc une maladie, le stress?
C'est pas simplement un fait de société, c'est l'environnement. Le stress, je pense pas que ce soit une maladie. Je pense même que c'est pas une maladie, je crois. Mais ça peut en provoquer. Mais ça peut provoquer des dérèglements psychiques. Ça peut, le stress, après, peut-être qu'on va tomber pas bien. Pendant 2 semaines, on va être au fond du gouffre dans son lit. Après, peut-être qu'il y aurait une dépression. Ça peut suivre avec des troubles alimentaires. Enfin, après, il y a plein de suites qui sont possibles et imaginables pour chaque jeune. Tout le monde est différent. Alors, c'est pas parce qu'on est stressé une fois que forcément on va avoir une dépression juste après et qu'on nécessite d'aller voir un psychiatre ou quoi. Mais faut faire attention de rester sur le bon bord. Nous, on essaye de prévenir. C'est vraiment la prévention qu'on fait, de dire aux jeunes, il faut prendre soin de votre santé mentale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est important. Mais surtout si elle est bonne, comme ça, vous la maintenez bonne. Alors, on va passer à votre papa, Miel. Merci. Guillaume, Abitbol. Monsieur le Président, parce que c'est vous le président de la fondation Link. Absolument. Concrètement, Link, ça peut sauver des vies. Ça l'a déjà fait. Ouais. On a eu des retours, on a eu quelques messages là-dessus. On en est, forcément, ça donne du sens à notre travail. On a déjà eu des retours sur des cas qui ont pu être évités un peu in extremis. Alors, c'est pas notre travail de sauver des vies, mais voilà, s'il s'est avéré qu'on a été confronté à des situations qu'on a dû gérer et qui se sont bien terminées. Comment on fait? On transmet vite à un psychiatre, aux forces de l'ordre? On s'est arrivé, on a déjà fait un signalement Pharos pour lever un anonymat parce qu'il y avait une urgence vitale. On a fait aussi une enquête par nous-mêmes pour trouver les coordonnées d'une jeune fille qui tentait de mettre fin à ses jours et qu'on a réussi à localiser grâce à Instagram. Vous voyez, les réseaux sociaux ont parfois quelques vertus. Voilà. L'idée, c'est de mettre en alerte en permanence les parents, qu'ils fassent attention à leurs enfants. Il y a une sorte de déni peut-être dans la société. Alors, c'est pas de faire attention, c'est essayer de comprendre comment les jeunes fonctionnent. Voilà, je pense que les jeunes, et là on parle des 18-24 ans, mais le phénomène il s'installe plus tôt et il va s'installer encore plus tôt. C'est-à-dire que la génération qui monte est encore plus impactée par ces sujets, je pense. Et l'idée, c'est justement de mettre en avant ce fossé intergénérationnel qui existe aujourd'hui pour dire rapprochez-vous de vos jeunes, essayez de comprendre comment ils fonctionnent, ce à quoi ils aspirent. Ils n'ont pas de si mauvaise idée que ça, ils aspirent plutôt à vivre bien, à donner du sens à leurs actions et à leur vie. Et c'est plutôt une bonne chose. Ils se questionnent, là où nous on se questionne à 40-50 ans, ils se questionnent très tôt. Et ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas l'expérience et le recul, d'avoir un vrai accompagnement dans ces questionnements. Alors Miel disait tout à l'heure que les petites choses de la vie qui permettent de déstresser, c'est parfois d'appeler papa. Le lien père-fille, on va regarder parce que vous avez fait une petite vidéo pour Instagram qui peut être un outil aussi. Alors, tu es extraverti sur les réseaux et introverti dans la vraie vie. Ah, c'est pas mal. La réponse est bien. Voilà. Ok, j'accepte. Je préfère rire ou faire rire? Tu préfères faire rire. Moi, je préfère rire. C'est pas drôle de faire rire les gens si moi ça. C'est que tu n'y arrives pas. Ouais, aussi. J'essaye. Je préfère passer du temps avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. C'est pas facile, hein. J'ai pas de sœurs. Avec tes parents et puis beaucoup avec ton petit frère aussi, quand même. Ouais. C'est pas évident. Les deux. Bah non. Bah allez, on va dire avec tes parents. Bah non. Ton frère. Bah oui. Ça fait 2 mauvaises réponses. Ouais. Je préfère offrir ou recevoir? Ah bah recevoir. Ah ouais, tu me connais. Ah bah oui, ma carte aussi elle te connaît. Hein? Je préfère chanter sous la douche ou en voiture? Sous la douche. Bah non, en voiture. Je sais pas. En voiture, il y a l'ambiance. Alors, comment tu veux que je sache ce que tu fais sous ta douche? C'est un peu compliqué si tu veux. Moi j'aimerais bien voir les résultats des autres, là, vous. Faites le test avec vos parents. C'est sur la nouvelle fonctionnalité quiz sur Link. Et j'espère que vos parents, ils vous connaîtront mieux que le mien. Parce que là... La honte. Ouais, voilà. En plus, c'est gratuit. Voilà. Bisous. Ciao. Bon, alors chacun peut faire son quiz en fonction de... Mais on voit bien comment, pour déstresser, il faut aussi relativiser, transformer un peu en jeu. Mais ça, c'est possible dans la famille, mais à l'école, parler du stress scolaire, c'est pas simple. Le stress scolaire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur laisse vraiment le temps de rien. Donc, si vous voulez, si vous prenez l'emploi du temps d'un collégien ou d'un lycéen, il passe son temps à l'école, il a des devoirs, ses examens à préparer, il a dû travailler le week-end pendant les vacances. Donc, à quel moment il va trouver du temps pour faire du sport? On parlait tout à l'heure des solutions au stress. Le sport, première solution. Encore faut-il avoir le temps de le faire, pas le faire à 20h ou à 21h. Ils n'ont pas le temps nécessairement de faire des activités extrascolaires, type artistiques, qui sont aussi très bonnes pour faire le break, pour couper avec son stress. Ça aide beaucoup, hein, la peinture, la musique, voilà, ce sont des activités qui permettent d'extérioriser un certain nombre de choses. Donc ils ont un temps qui est assez limité et ils n'ont pas de temps de rien faire. Ça aussi, c'est important. Et je pense que dans la gestion du stress, d'avoir aussi des moments pour soi, des moments libres, des moments où on n'a rien à faire. S'ennuyer presque. Ça fait du bien. Oui. Voilà, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on les maintient sinon dans une dynamique qui est permanente et qui est fatigante. Et l'école ne permet pas aujourd'hui de donner ces moments de récupération aux jeunes. Et ce qui fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à développer de vraies solutions pour gérer leur stress quand ils montent en puissance, en fait. Quels sont les prochains chantiers de la Fondation Link, vos lignes de travail?
Alors nos lignes de travail, c'est évidemment tout ce qui est sensibilisation, on continue, on a beaucoup d'actions qui sont prévues. On intègre aujourd'hui aussi beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux dans notre démarche, puisque pour atteindre les jeunes, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de communiquer. Et puis on mène aussi des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics, et en particulier sur l'engagement du gouvernement dans la grande cause nationale 2025 sur la santé mentale. On veut faire entendre la voix des jeunes. Et surtout, on essaye de mettre dans la boucle les parents pour qu'ils puissent avoir une vision un peu différente de la jeunesse, plus positive, moins dans le jugement et plus en soutien. On crée du stress par notre regard sur cette génération. Complètement. On est stressant en tant que parent. Parce qu'on a des attentes, aujourd'hui on a des attentes en termes de résultats, scolaires, de comportement, d'attitude. En fait, on ne communique plus avec ces jeunes que par l'invective. Parce qu'on s'inquiète pour eux. Donc oui, mais on ne leur rend pas service. À un moment, il faut aussi les mettre à l'aise. Quand ils rentrent à la maison, ils doivent se sentir dans une safe place. La maison, ça doit être un cocon où on est en sécurité, où on n'est pas nécessairement accablé par plein de demandes. On arrive, et tes devoirs, et l'école, et machin, et range ta chambre. Cool, quoi. Ils rentrent de l'école, une journée. C'est comme si nous, en rentrant de la journée de travail, on se faisait attraper en disant maintenant, il faut faire ci. Non, faut à un moment, il faut aussi laisser le temps un petit peu aux jeunes de prendre du temps pour eux. Voilà, recréer une bulle. Recréer une bulle et du lien, surtout un lien fort, ça c'est important. Un lien, link en anglais. Un donc, link, L2YNK, c'est votre fondation, c'est votre application. On va dire merci à Miel et à Nadia qui vont céder leur place sur le plateau pendant qu'on vous emmène en voyage. En voyage dans un pays dont Nadia nous a parlé, la Suède. Comment on vit cela en Suède? Allez, vidéo et on se retrouve après pour la suite du débat. Hello, I'm Fredrik Lidheim, psychologist and researcher from Sweden. I worked with youth stress for over 20 years and spent 13 of them as a researcher at Karolinska Institutet. Many thanks to the Ramsay Santé Foundation for initiating the Opinion Ways survey. It provides important and timely insights into stress in Europe. In this study, Swedes were asked how they are doing, and especially the results from Swedish 18 to 24-year-olds are both alarming and revealing. Looking at 18 to 24-year-olds, they stand out. They report more problems compared to older Swedes. 72% young adults report being very or fairly stressed. 23% are very stressed. And half of young adults, 50%, say that their stress has worsened in the last 3 years. Consequences from stress among young adults include that 50% report sleep problems. In Sweden, 1 in 3 18-year-olds sleep less than 6 hours a day during school week. This is clinical sleep deprivation. Young adults also report concentration issues and strained relationships as consequences of the stress. 1 in 3 take medication to cope with stress. That is 10% higher than the general population in Sweden. So what are the causes behind increased stress? If you ask young adults themselves, their top source of stress are clear. Studies and school demands. That is reported by 48% as the leading cause. They also point to dealing with life in general and work-related stress and financial worries. And many describe a growing sense of hopelessness, as if they are facing a future shaped by war, climate crisis, and existential risks. A future that feels bleak and uncertain, with rising pressure and limited real options. So what can we do? To truly support youth and young adults and turn this around, we need 2 levels of action, individual and societal. Actions at the individual level includes help young adults to reconnect with themselves, others, and nature, to reduce isolation and restore meaning, resilience, and hope. Another is to teach young people to deal with life and challenges, like emotional regulation, self-awareness, psychological flexibility, to handle stress and uncertainty in healthy ways. Provide early support through school services, digital self-help tools, group programs, and first-line psychiatry,
We must reach youth before problems become more severe. And actions at a societal level. We need to create safe, inclusive environments in schools, communities, and workplaces that meet our need for connection and belonging. Another one is to invest in stepped, high-quality care, so every young person can access the right help at the right time. Thank you for your attention. Pays différents, mais pays pas si lointains finalement par le phénomène tel qu'on le voyait dans l'étude de Nadia tout à l'heure. Karine Chevreul, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes médecin, vous êtes professeur de santé publique à l'université Paris-Cité. Vous êtes membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre. La Suède, la France, même combat face au même fléau. Exactement. Pourtant, on croit que c'est une société où la famille, l'école, c'est beaucoup plus doux que chez nous. Ils ne sont pas épargnés. Non. Et en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce sont des études où on fait une photographie à un temps donné. Et pour le coup, on oublie juste d'essayer de les regarder dans le temps, évoluer, pour savoir ce qui fait que certains vont aller mieux ou moins bien. Et c'est quand même, toutes les études qu'on fait vont dans ce sens-là. Et ce qui nous fait en fait aller chercher des liens sans comprendre vraiment où est la poule de l'œuf, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que le sommeil est un signe d'un manque de stress ou est-ce que c'est le manque de sommeil qui va engendrer le stress? Et c'est là qu'on a vraiment besoin de mieux comprendre pour mieux les accompagner. C'est un cycle, le stress. Ce n'est pas un accident. C'est un phénomène qui roule, qui se déroule et qui s'amplifie. Je pense que ce que disait le docteur Dufay tout à l'heure, c'est qu'en fait, effectivement, le stress, c'est normal. C'est dans notre vie. Après, est-ce qu'on a un moment de récupération? On ne peut pas toujours être au hype parce qu'effectivement, on s'épuise. Et ce qui va compter, c'est le moment de récupération. Et par rapport à ce que disait M. Abitbol, est-ce qu'effectivement, la question, c'est de dire ils sont stressés parce qu'ils vont à l'école, on demande des nouvelles de leurs notes. Est-ce que ce n'était pas le cas quand nous aussi, on était jeunes? C'était la même chose. C'est est-ce qu'ils ont un moment de récupération? Et de mise à distance. Exactement. Ils sont toujours préoccupés par quelque chose ou pas, et c'est ce qui est vraiment important qu'on comprenne pour pouvoir les accompagner au mieux. Alors on a du ressenti, on a des sondages sur ce phénomène, mais on a l'impression qu'on manque un peu parfois de données scientifiques. Or vous avez mené la première grande étude scientifique qui s'appelle Mentalo, un bien joli nom qui nous fait penser à une boisson rafraîchissante, mais en fait c'est Mentalo, M-E-N-T-A-L-O. Donc derrière ce jeu de mots, il y a aussi ce problème de santé mentale. Vous êtes venu avec une vidéo, on va peut-être la regarder puisqu'elle présente cette étude. Bravo Mentalo. Bonjour, moi c'est Elias, j'ai 17 ans, je fais partie de Mentalo. Je suis Karine Chevreul, je suis professeure de santé publique et je dirige une équipe de recherche à l'INSERM. Je m'appelle Pierre Adams, je suis étudiant. Je m'appelle Lucrèce, je suis collégienne et je participe à l'étude Mentalo. Je crois qu'on doit se poser des questions. Peux-tu me dire ce que tu sais sur l'étude Mentalo? C'est une étude qui vise à évaluer le bien-être mental des jeunes de 11 à 24 ans et ça devrait permettre aux chercheurs de comprendre les déterminants de leur bien-être. Pourquoi une étude sur le bien-être mental des 11-24 ans et à partir de quel constat? On a été alerté par des signes qui montreraient une dégradation. Et qu'il y a beaucoup justement de conséquences derrière. Il faut justement trouver la cause de ce problème et le résoudre. Alors ces 50 000 jeunes de l'opération Mentalo, qu'allez-vous leur demander? Que leur demandez-vous? Alors, de façon générale, on leur demande de venir, de nous donner de leurs nouvelles, de nous raconter en fait quel est leur niveau de bien-être mental. On utilise aussi un petit questionnaire qui est validé pour savoir quels sont leurs risques de troubles anxio-dépressifs. Et puis à côté de ça, on leur demande donc, de nous aider 7 fois dans l'année pour qu'on comprenne l'évolution. Ce qu'on disait, c'est qu'on ne comprend pas bien les évolutions. Est-ce qu'il y en a qui oscillent comme ça? Est-ce qu'il y en a qui sont stables? Est-ce qu'il y en a qui sont résilients? Qu'est-ce qui font qu'il y en a qui sont plus vulnérables, qui sont plus forts? Et c'est parce qu'on va pouvoir les suivre qu'on va pouvoir savoir. Vous avez déjà une petite idée? Est-ce que c'est les montagnes russes, la santé mentale des jeunes? Est-ce que c'est une petite... On n'a pas regardé. On va commencer à regarder puisqu'on a passé les 13 000 utilisateurs en mois de mai-juin, mais non, parce qu'il nous fallait assez de données pour pouvoir le faire. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on va justement les suivre en longitudinal? Parce qu'on a besoin de données qui vont dans le temps pour savoir en fait quelle est la cause de quoi. Le stress, le sommeil.
Le sommeil, est-ce que c'est un signe justement de mal-être ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Donc c'est en le voyant apparaître, en leur demandant ce qui se passe dans leur vie qu'on va pouvoir mieux comprendre. Et pour mieux comprendre, on leur pose aussi plein de petites questions autour sur le contexte de votre vie. Et là, vous voyez, en fait, on leur pose des questions sur leur vie au collège, leur vie au lycée, leurs loisirs, leur vie avec leurs proches. Est-ce qu'ils ont une reconnaissance? Est-ce qu'ils sont justement plutôt mis en valeur ou pas, leur vie dans leur famille, pour comprendre justement ce qui les rend plus forts ou plus faibles. Et ensuite, quels outils allez-vous produire? Quelles recommandations allez-vous faire? Parce qu'en fait, Mentalo, pourquoi 50 000? On n'a pas besoin de 50 000 pour connaître. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que plus on aura d'utilisateurs, plus eux-mêmes seront prêts à regarder pour eux-mêmes. Dans l'étude Mentalo, en fait, ils répondent pour leur génération, pour aider les chercheurs à connaître, et plus on en aura, mieux ce sera, on est d'accord. Mais aussi, en fait, ça les prépare à parler du bien-être mental, ça les déstigmatise, et à la rentrée, on met à leur disposition un deuxième outil qui là s'appelle Mental Plus. Vous voyez aussi le lien, c'est pas nous qui avons choisi, c'est eux qui ont choisi le nom, qu'on construit aussi avec eux, parce qu'on avait construit la première étude avec 300 jeunes. Là, on est aussi en train de le construire, sur laquelle ils vont pouvoir non plus faire le bilan sur leur santé mentale pour les autres et pour faire avancer la recherche, mais pour eux-mêmes, voir où ils en sont, voir en fait quels sont les points du contexte, en tout cas, qui vont faire qu'ils seront plus en difficulté ou ce sera une force pour se renforcer ou alors se réparer s'il y a des thèmes ou des champs dans lesquels ils sont moins bien et que ça affecte leur bien-être mental. Donc ça, c'est pour septembre, cette application. On va dire la rentrée pour être... La rentrée, voilà, pour être plus large. Des actions publiques aussi, vous allez faire des recommandations au ministère de la Santé, à l'État, aux recteurs d'académie? Alors pour le coup, on va pouvoir donner des résultats. Par exemple, on sait que ce qui les préoccupe, effectivement, un des facteurs qui fait qu'ils restent hype, c'est le fait qu'ils soient toujours préoccupés. Ils sont toujours préoccupés par leurs études, comme vous le disiez, et par leur avenir. On veut comprendre mieux pourquoi ils sont aussi préoccupés par la société. Ils sont préoccupés par la façon dont est décidée leur orientation. Le fait qu'ils ne peuvent pas avoir une mauvaise note. Parcoursup, je ne peux pas avoir une mauvaise note parce que sinon, ça va toujours... Nous, on se disait, on verra au bac et après le bac. Vous voyez, donc est-ce que c'est l'engagement et le poids que a le présent aujourd'hui, alors que je suis en train de me développer, qui va avoir un effet sur ma vie plus tard quand j'aurai 30-40 ans? On ne sait pas trop, mais on espère apporter le plus d'informations là-dessus parce qu'on a mis en place plein de questions ouvertes qu'on est en train de traiter pour mieux comprendre et avoir des informations différentes des sondages. Parce que dans un sondage, on suggère la réponse. Alors, pour avoir des réponses, il faut poser des questions. Alors, vous le faites à travers cette grande étude. Lucas Fujard, vous avez bâti un autre outil pour, là aussi, recueillir les avis, recueillir les alertes, et puis voir un peu comment cette génération aborde le stress. Ça s'appelle Nightline. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Du coup, qu'est-ce que c'est Nightline? C'est une association créée par des jeunes pour des jeunes et qui a été créée en 2016 et directement importée de la culture anglo-saxonne où ça existait déjà depuis les années 1970. Donc c'est un étudiant qui est arrivé en France qui a vu que Nightline n'existait pas. C'était ainsi qu'en 2016, il a créé Nightline. C'est une association et le projet phare, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte tous les soirs de 21h jusqu'à 2h30 du matin en français et en anglais, par chat et par appel. Tout ça dans un esprit non directif, anonyme, gratuit et confidentiel. Ça semble un outil des temps anciens, la ligne d'écoute, le coup de téléphone. Ça reste important, la parole. Ça reste important, la parole, et surtout de pouvoir créer des espaces de parole. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, les jeunes appeler, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a vraiment créé aussi un chat, ce qui est d'autant plus facile, parce que c'est ça aussi la question, c'est, OK, parfois on va mal, mais à qui on en parle? Et parfois c'est difficile d'en parler avec ses parents, d'en parler avec ses proches. Et c'est là où c'est intéressant, Nightline, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et parler à un père aussi qui a une compréhension, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, qui a une compréhension de ce que l'on vit, de ce que l'on partage au quotidien. Et par chat, c'est beaucoup plus facile que par téléphone. Au bout du fil, c'est des adultes, c'est d'autres jeunes qui sont sortis de situations de stress difficiles? Alors, c'est d'autres jeunes au bout du fil qui sont formés à l'écoute active et qui sont accompagnés tout au long de leur bénévolat, parce que ce qui est important à Nightline, et notamment à Nightline France, c'est que tout repose sur le soutien par les pairs, et aussi dans une démarche de santé communautaire. À Nightline, on est convaincu qu'on ne peut pas faire sans les jeunes. En fait, c'est les jeunes, ils sont effectivement en souffrance, parfois ils accumulent du stress, mais pour autant, ils ont des réponses et ils ont envie de s'investir et s'engager pour leur père. Du coup, ici, les étudiants et étudiantes. Alors, la parole plus l'image, on a une vidéo presque d'interview, de micro-trottoir, pour voir comment réagissent les jeunes concernés. Et là, on arrive dans des amphis où il y a, je sais pas, 100 personnes et personne se parle, les personnes se regardent et tout.
Quelles étaient tes principales sources de stress en tant qu'étudiante? Déjà, les études, je pense que ça prend quand même une part importante de stress, de réussir son année, organiser son année, ses révisions, ses cours, ses machins. Après, un peu du stress de la vie quotidienne, je pense, mais quand même lié au statut d'étudiant, notamment le fait d'avoir des revenus. Je pense que c'est quand même une source, à mon avis, qui doit revenir dans vos réponses. Moi, j'étais boursière du Crous, donc je sais que j'avais cette sécurité-là. Je pense que ça faisait quand même partie aussi pas forcément du stress, mais d'une organisation à prendre pour pouvoir gérer son budget sur le temps du mois, mais plus largement aussi sur l'année et tout. On retrouve ce qu'on a vu dans les études, ces causes du stress, mais la manière de l'exprimer donne l'impression que dès qu'on parle d'avenir à des jeunes, ça les stresse. Effectivement, et c'est vrai que souvent on entend dire que les années étudiantes, c'est les plus belles années de notre vie. Et en fait, là, les jeunes sont quand même, ils se retrouvent marqués, ils se retrouvent face à des défis qui sont les crises politiques, la crise écologique, l'urgence climatique. C'est difficile de se projeter en tant que jeune quand en face on a tous ces défis-là. Il y a aussi la précarité alimentaire, tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Ça a été pointé aussi récemment dans certains rapports. Donc tout ça fait que pour les jeunes, c'est difficile. On peut être en situation de mal-être et c'est plus qu'important de pouvoir trouver des solutions à différents niveaux. Et c'est là où nous, Nightline, on essaie d'améliorer la santé mentale à l'échelle individuelle, collective, mais aussi systémique, parce qu'il y a tout un système aussi qui a à réfléchir pour pouvoir répondre aux jeunes d'aujourd'hui et aussi aux adultes de demain. Comment vous passez du coup de fil, donc du cas individuel, à cette réflexion systémique? Nous, à Nightline, on fait avec les jeunes, donc, par exemple, pour tout ce qui est systémique, on va produire des données, on va produire de la connaissance avec notre ligne d'écoute, parce que par exemple, nous, après chaque appel, on va remplir des formulaires de données. Et on sait que, par exemple, un appel sur 2 parle de vie avec les autres, un appel sur 3 parle de vie avec soi-même, de relation à soi-même. Et ce qui est intéressant aussi, pour revenir au sujet du stress, c'est qu'un appel sur 3 parle des exigences du stress par rapport aux exigences académiques et sociales. Donc c'est avec ces données-là, en donnant la parole aux jeunes, qu'on va pouvoir aussi, avec des experts, pouvoir proposer des recommandations, des propositions d'un point de vue systémique et politique. Ces études servent de base à des réflexions, des actions du ministère, des milieux scolaires, etc. C'est ça, exactement. L'association Nightline, elle se développe pour recruter? C'est ça, on recherche effectivement des bénévoles, que ce soit sur la ligne d'écoute. On a également aussi déployé la fresque de la santé mentale, un dispositif de sentinelle étudiante. Donc on cherche effectivement des bénévoles à la fois pour pouvoir venir enrichir nos rangs, mais aussi pour pouvoir parler de santé mentale, libérer la parole et pouvoir aussi vraiment créer un collectif, des espaces de soutien et de solidarité. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir poser la question à quelqu'un qu'on voit qui est en situation de souffrance, c'est comment ça va, et il y a des ressources qui existent, on peut t'orienter vers ces ressources-là. Les réflexes des jeunes, on le voyait dans l'étude tout à l'heure, c'est de faire du sport, c'est de parler aux amis ou aux parents. C'est ce que vous leur recommandez aussi ou c'est insuffisant? Nous, ce qu'on est convaincus aussi, c'est que quand les jeunes nous appellent, c'est qu'ils ont quelque chose qui leur font du mal. Et parfois, on a spontanément, naturellement, on a envie de leur trouver des solutions, des réponses. Et ce qu'on s'est rendu compte en les questionnant, c'est que, en fait, ce dont ils ont besoin, c'est avant tout de pouvoir parler, vider leur sac. Et c'est après avoir vidé leur sac, après, ça va déjà mieux, quoi. Ça va déjà mieux. On réduit la charge émotionnelle et donc aussi la rigidité cognitive, ce qui leur permet par eux-mêmes de pouvoir trouver des solutions. Et c'est un peu le changement de paradigme qu'on fait à Nightline. La parole, c'est comme un jet de vapeur qui sort. C'est ça, exactement. C'est déjà ça. Envoyer vers le milieu médical, vous le faites souvent? Effectivement, et là on a donné justement la parole aux appelants, appelantes qui nous appelaient, et 52% se disaient plus susceptibles après un appel à Nightline de pouvoir consulter des professionnels de santé. Donc on oriente vers les services de santé étudiantes, vers des psychiatres, vers des psychologues, et du coup vers des personnes qui peuvent par la suite pouvoir faire un suivi et les accompagner au mieux. Donc on agit vraiment dans une sorte de tremplin à ce niveau-là, parce que c'est beaucoup moins intimidant de parler à un jeune, à un père, que d'aller directement voir un psychiatre, par exemple. L'association Nightline que vous présidez. Docteur Duché, je reviens vers vous, puisqu'on parle justement de ce transfert vers le milieu médical. Alors, vous avez construit une échelle du stress, des stress.
Et puis dites déjà que c'est pour voilà, c'est aussi pour en sortir. Exactement. Voilà. Comment fonctionne-t-elle cette échelle? Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'on a une échelle qui est utilisée depuis une quarantaine d'années et qui est basée sur, qui évalue la maîtrise par rapport à un certain nombre de situations. Et donc le problème, c'est que pour maîtriser une situation, il y a problème, il y a stress que s'il y a non-maîtrise. Or, en fait, pour maîtriser, et on le voit bien là, pour maîtriser une situation, eh ben, on va dépenser une quantité d'énergie et probablement une quantité de stress pour préparer son examen. Je peux penser le réussir, je peux le réussir, mais je me serais quand même stressé probablement pour y arriver, pour réviser. Donc elle est basée sur ce principe-là. Donc en fait, plutôt que d'aller chercher des situations précises, c'est plus le ressenti de la personne face à ce qui peut être une pression extérieure. Donc il y a 4 items, je pense qu'elle doit passer. On les voit. On les voit. On va les voir, ils vont apparaître. Ils vont apparaître. Il y a 4 items qui sont sur la pression et un ressenti de l'extérieur. Voilà. Il y a 4 items, ben voilà. Il y a 4 items sur la pression qu'on se met soi-même. Et puis, il y a 2 items qui sont plutôt des items d'alarme. Voilà, je l'ai souvent. J'ai souvent le sentiment d'être épuisé. Donc ça, c'est déjà un signe d'alerte. Et puis, ça revient à ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure. Mais j'ai souvent le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour moi. Donc, pour ne rien faire. C'était vous, je pense. Hein. Cette petite bulle. Oui, il faut absolument, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, il faut absolument avoir des temps de pause. Et malheureusement, souvent dans les temps de pause, on va en prendre le téléphone, des trucs comme ça, on va jouer, on va tchatcher. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment du temps de pause, complètement. Dans ces signaux d'alerte, il y a parfois les idées noires. Oui. L'idée que pour s'en sortir, il faut en finir. Oui. C'est en croissance? Oui et non. Chez les jeunes filles, oui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça devient sur les jeunes filles justement de 17 ans. La courbe monte. Chez les jeunes garçons donc du même âge, on avait une diminution, ça avait monté après le Covid. Pendant le Covid, ce n'était pas catastrophique, c'est monté beaucoup après. Et puis, il s'est redescendu actuellement chez les garçons. Par contre, chez les filles, ça monte, ça continue de monter avec des scores très, très inquiétants. Et c'est pourquoi, en général, les idées de suicide sont associées à un état dépressif. Donc, ça veut dire que tous ces jeunes sont en épisode dépressif, peut-être. Et donc, il ne faut pas se culpabiliser quand on a des idées de suicide. Parce que, justement, ça fait partie des signes de la dépression. Hein, souvent, on a des idées de suicide, on a honte. Eh bien non, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie tout simplement de la dépression. Je suis en souffrance, je ne vois plus de solution et la seule solution que j'imagine, c'est cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais je pense que c'est une possibilité. Et le fait d'y penser qu'il y a une sortie, même si ce n'est pas une sortie géniale, ça peut apaiser pendant un certain temps. Une fois qu'on a rempli cette échelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le score total, c'est allô tout de suite docteur, c'est le montrer, en parler? Alors, l'intérêt de l'échelle, c'est aussi que par rapport à la PSS, c'est une échelle qui est simple à remplir et aussi simple à corriger. C'est-à-dire que là, vous additionnez simplement. Il n'y a pas d'item inversé comme dans d'autres trucs où il faut un spécialiste quasiment pour faire la statistique. Oui. Donc là, vous faites votre score, vous regardez votre score total, et puis, s'il est élevé, donc jusqu'à 14, j'allais dire, on n'est pas trop stressé. Entre 14 et 22, c'est moyen, et au-dessus de 22, c'est quand même beaucoup. Alerte. Oui, certainement. Cela dit, on a le droit, ce qu'on disait, d'être stressé pendant un temps. Je veux dire, une période, j'ai un examen, si je ne suis pas stressé, j'ai des chances de le rater. Donc, ce n'est pas absurde d'être stressé. Simplement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis, dans le questionnaire, il y a aussi un certain nombre de questions qui peuvent être... on peut être en dessous de 14, et puis avoir quand même une question qui va être au maximum. Hein, donc, c'est pas du tout vrai. Les réponses, c'est 0 à 4, pas du tout vrai, un peu vrai, plutôt vrai, très vrai, tout à fait vrai. Et on peut avoir une question où on est tout à fait vrai sur un seul item. Donc là, il y a une action ponctuelle à mener. À ce moment-là, ça donne une information sur, effectivement, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on repère et qu'on essaye de voir. Bon, il y a plein de gens pour aider. Il y a des médecins, mais il y a des psychologues, il y a plein de possibilités. Il y a des livres aussi. Donc, l'échelle distress, donc ça, c'est très simple à faire et on pourrait presque le faire soi-même pour s'auto-évaluer. Mais tout à fait, c'est le but. Le but, c'est ça. C'est un auto-questionnaire et une auto-évaluation qui permet de voir, effectivement, est-ce que je suis quelqu'un de stressé en ce moment ou pas et comment essayer de me déstresser. Merci beaucoup. Merci, docteur. On le voit, il y a plein d'initiatives individuelles, associatives, médicales. Il y a des outils. C'est devenu un phénomène de société. Et on a maintenant une grande cause.
qui est la grande cause de la santé mentale. Et évidemment, on voit que tout cela est lié. Angèle Malatre-Lansac, vous êtes déléguée générale de l'association Alliance pour la santé mentale. Vous le sentez, ce sursaut collectif, cette mobilisation générale ? Il y a un mouvement qui est très fort. En réalité, la situation de la santé mentale en France, elle est assez dégradée depuis des années. La situation de la psychiatrie, la crise de la psychiatrie fait parler d'elle depuis des années, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, il y a 10 ans, on avait demandé à un collectif d'associations, s'était déjà mobilisé pour demander à ce que ça devienne la grande cause nationale en 2013. Et en réalité, à ce moment-là, la société était sans doute pas prête. Et il y a eu vraiment un moment de bascule, à la fois parce qu'on en parlait davantage à l'international, le monde anglo-saxon très mobilisé, les séries aussi qui arrivaient là-dessus, la pop culture, des personnalités qui commençaient à parler du sujet de façon beaucoup plus ouverte. Et puis évidemment la crise sanitaire qui en France a fait prendre conscience, notamment par la dégradation de la santé mentale des jeunes, de ce phénomène et de l'urgence de la situation. Donc aujourd'hui la société est prête et effectivement en faire une grande cause nationale, ça marque quand même une étape historique pour un sujet qui était tellement tabou, tellement honteux, tellement considéré comme quelque chose d'intime, caché, que en faire une priorité politique, c'est ça une grande cause nationale, c'est quand même quelque chose de très marquant et de très fort. Et pour tous les acteurs de terrain qui travaillent sur ce sujet-là, c'est vraiment, voilà, ça marque quelque chose de très important. Alors votre alliance pour la santé mentale, c'est une fédération de tous ceux qui se sentent embarqués dans ce combat ? Alors on s'est mobilisé très fortement avec un collectif d'acteurs qui a porté ce sujet de la grande cause nationale depuis un peu plus d'1 an. Dans ce collectif d'acteurs, il y a plus de 3400 organisations qui travaillent à la fois sur la prévention, sur l'information, sur le soin, bien entendu, avec la psychiatrie, avec des psychologues, mais aussi sur toute la partie qu'on appelle médico-sociale, donc qui va travailler aussi à connecter en fait le soin, le social, et puis aussi des acteurs qui travaillent sur la déstigmatisation, parce que c'est vraiment important de changer les regards sur ce sujet. Donc on s'est mobilisé, on a fait une pétition, on a fait des tribunes, voilà, on est vraiment embarqué là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs Nightline fait partie, est hyper active dans le collectif. On va produire tout un agenda d'action tout au long de l'année, mais l'idée c'est que ça ne s'arrête pas en 2025, mais bien sûr que ce soit une sorte de première marche pour pouvoir continuer à faire vivre le sujet et qu'il y ait surtout des mesures et qu'il puisse y avoir, que les lignes puissent bouger en fait sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous manque ? De quoi avez-vous besoin pour que ça dépasse cette année et que les actions aient une postérité ? Alors on a posé 3 objectifs pour cette grande cause nationale. Le premier, c'est vraiment la question de la déstigmatisation. On en parlait, mais c'est vrai qu'on a encore 75% des Français qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Chez les jeunes, ça bouge, mais pas tous les jeunes. Encore une fois, la jeunesse, c'est quand même un groupe très hétérogène. Donc, il y a des jeunes qui vont être beaucoup plus à l'aise pour en parler. Et tout le travail que fait Miel Abitbol, justement, d'aller en communiquer sur les réseaux sociaux, d'en parler ouvertement, c'est hyper important. On l'a vu très récemment avec Nicolas Demorand. Je suis un malade mental. Voilà, je suis un malade mental qui assume une position de je veux déstigmatiser ce sujet-là. On progresse, là, on progresse. Et donc, il y a des avancées, on progresse et on a vraiment ce phénomène-là porté par des personnalités, mais aussi il faut que ça puisse passer pour j'ai envie de dire pour monsieur et madame tout le monde, que ça puisse être un sujet facile, comme on parle de sa santé, qu'on puisse parler de sa santé mentale. La santé mentale, ça fait pleinement partie de la santé. Donc déstigmatisation, ça passe par des campagnes, ça passe par des coming out, comme on dit, ça passe aussi par le fait d'en parler davantage. Et par la Fondation Ramsay, par ce qu'on fait évidemment, par tout ce que vous faites, un webinaire comme ça, c'est extrêmement important aussi, bien sûr. Tout ce qui va être prévention, donc ça passe à la fois par l'information, c'est-à-dire mieux informer, qu'est-ce que c'est la santé mentale, quels sont les comportements positifs, les comportements à risque, mais aussi travailler sur le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, tout ce qui est les soft skills, donc travailler très jeune là-dessus, sur comment j'ai confiance en moi, comment j'apprends à ne pas avoir trop de défiance vis-à-vis des autres. Armer les jeunes avant qu'ils soient jeunes. Armer les jeunes, évidemment, donc travailler, et c'était très bien dit dans la vidéo suédoise, à la fois sur la prévention individuelle, qu'est-ce que je peux faire moi, éviter les comportements à risque, bien dormir, faire du sport, etc., mais aussi en collectif, parce que les déterminants, ils sont avant tout collectifs, il faut travailler aussi. Donc c'est vraiment sur le monde du travail, dans les universités, dans les écoles, pour avoir des environnements qui soient plus accueillants, travailler sur la question des violences, travailler sur tous les déterminants sociaux, économiques, sur lesquels on peut, voilà, à la source, et c'est comme ça qu'on va être efficace. Donc tout ce qui est prévention, c'est évidemment un objectif extrêmement important. Et puis la question de l'accès aux soins, on en a parlé, mais il reste très difficile. On dit souvent que la moitié des personnes qui ont besoin de soins en santé mentale n'ont pas accès aujourd'hui. Question de délai d'attente,
d'illisibilité du système, question financière aussi. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place en ce moment pour permettre que ça évolue, mais on voit bien qu'il y a un vrai sujet, et notamment chez les jeunes et les plus jeunes, puisque la pédopsychiatrie a un vrai manque de professionnels. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, attractivité des carrières, meilleure organisation des soins. Donc il y a vraiment des enjeux là-dessus. Donc voilà. Et ça, c'est on ne va pas pouvoir créer tous ces pédopsychiatres en quelques années. Il faut que la société civile donc fasse son travail en attendant. On peut s'appuyer sur beaucoup de choses, effectivement, sur la première ligne qui est très mal construite en France. Donc tout ce qui est effectivement ligne d'écoute, la médecine générale, les maisons des ados, les services de santé universitaire. On voit bien qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place en amont pour effectivement consolider les choses et qu'on sache aujourd'hui vers qui se tourner. Je prends un exemple, celui des troubles bipolaires qui est très marquant. On a 8 à 10 ans entre les premiers symptômes de troubles bipolaires et le moment où on va vous poser un diagnostic. Et ça, c'est intolérable pour la personne. Quand on sait que les troubles se développent très jeunes, 75% des troubles psy, c'est avant 25 ans que ça se développe. Il faut agir le plus tôt possible, intervenir le plus tôt possible. Donc cette première ligne, cette question de la prévention et du repérage, de l'intervention précoce, elle est extrêmement importante. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut aussi se mobiliser. Donc déstigmatisation, prévention, information, accès aux soins, et tout ça dans une dimension très large, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on appelle de l'interministériel. Aller embarquer le ministère du Travail, les sports, la justice, l'éducation nationale, la recherche bien entendu, parce que c'est un sujet qui est sanitaire certes, mais qui n'est pas que sanitaire, qui doit vraiment dépasser ce champ-là. Eh bien l'interministériel, ça tombe bien, parce qu'il est là, le délégué interministériel à la santé mentale, Franck Bellivier. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez écouté les échanges, on a vu beaucoup de choses quand même, beaucoup d'initiatives. L'interconnexion de tout cela, c'est aussi votre travail ? La traduction en termes de fabrique de politique publique, oui, mais elle est intéressante, la période actuelle, et on l'a vu au cours de cette émission, cette mobilisation sociétale, mais aussi politique et financière, qui permet de mieux circonscrire finalement un phénomène qu'on soupçonnait, qui s'est nettement aggravé au moment de la crise Covid et depuis la crise Covid, mais toutes ces initiatives citoyennes, scientifiques, permettent effectivement de mieux circonscrire ces architectures complexes de facteurs de risque et de facteurs de protection. Mais cette prise de conscience, elle est faite. La déstigmatisation, voilà, elle est en cours. Cette bataille est presque gagnée. Elle va être très facilitatrice pour que le plus grand nombre en bénéficie, justement. Cette parole qui se libère, cette meilleure compréhension de ce qui m'arrive à moi ou de ce qui nous arrive en tant que groupe social, c'est extrêmement éclairant. Et donc, on est à un moment assez faste. En termes de comment ça se traduit en termes de fabrique de politique publique, puisque comme le disait Angèle, eh bien, en fait, cette alarme que l'on a sur la santé mentale des Français en général et sur certains sous-groupes, les jeunes, les femmes, les personnes en situation de précarité économique, c'est quelque chose que l'on connaissait avant et donc qui a suscité une mobilisation qui a précédé la crise Covid ou la grande cause nationale santé mentale, puisque depuis 2018, on a une feuille de route santé mentale et psychiatrie. Vous avez 7 ans de recul. Vous avez des indicateurs consolidés quand même. En tout cas, il y a des jalons qui ont été atteints. Le travail est loin d'être terminé. Comme l'a dit Angèle, il y a encore beaucoup de besoins non satisfaits. Mais en tout cas, le déploiement de cette feuille de route et de ces réformes a déjà montré des effets intéressants, importants. Et on est maintenant plutôt dans la période où, avec l'aide d'ailleurs de cette mobilisation de la société civile, on va pouvoir les généraliser et s'appuyer pas seulement sur le secteur sanitaire, mais sur l'ensemble des acteurs qui contribuent au parcours en santé mentale, à la fois sur le versant promotion d'une bonne santé mentale, mais aussi prévention des risques d'une mauvaise santé mentale. Beaucoup de ces facteurs de risque ont été cités. En termes de taille d'effet, je voudrais quand même rappeler que ce qui affecte la santé mentale d'une personne, c'est d'abord et avant tout l'exposition à des violences, en particulier au cours de l'enfance, et en particulier des violences sexuelles. La précarité économique, évidemment, le mal-logement sont des facteurs très déterminants d'une bonne santé mentale. Et puis, ce qui peut se traduire aussi en termes de politique publique, c'est faciliter l'accès au sport, faciliter l'accès à la culture, faciliter l'accès aux tout ce qui apparaît pour les gens, et notamment les jeunes, comme des remèdes au stress. Oui, et puis un point particulier, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui sur les moments de pause
Et ce qu'on a appris au cours de la crise Covid, c'est quand même que les consommations d'écran et de réseaux sociaux jouaient un rôle absolument déterminant, dans la perturbation des rythmes de sommeil, et un mauvais sommeil est pourvoyeur d'anxiété, de dépression, d'idées suicidaires, qui empêche de dormir ensuite, etc. Et ce qu'on a appris aussi pendant la crise Covid, c'est que ces consommations d'écran avaient fait disparaître ces moments de pause. Et je pense qu'il y a là un enjeu très important. C'est-à-dire on croit être en pause parce qu'on est tout seul devant son écran, oui, alors qu'en fait, on se stresse. Le cerveau, lui, il continue à fonctionner à plein régime, y compris sur des contenus angoissants. Et là, on rejoint le contexte plus général, les guerres à nos portes, les incertitudes écologiques qui sont, à mon avis, des préoccupations existentielles qui jouent en général et qui jouent en particulier chez les jeunes dans la perspective de leur avenir. La déconnexion, c'est donc dans votre feuille de route, c'est une stratégie possible. Il y a une feuille de route sommeil et une feuille de route écran qui est en préparation, donc qui fait partie des déterminants de santé mentale sur lesquels on souhaite agir en codifiant mieux et en éduquant la population générale sur le bon sommeil et la juste consommation des écrans. Et dans votre archipel interministériel, quels sont les endroits où ça résiste pour prendre en compte et faire évoluer les méthodes, prendre en compte ce stress? Par exemple, l'éducation nationale, est-ce qu'elle se dit, oui, c'est vrai, on se rend compte que les études stress, on va bouger? Alors, ce mouvement vers l'interministérialité, il est tout à fait récent. Je vous corrige, mais le délégué, il est ministériel aujourd'hui. Et le portage de cette feuille de route était assuré par le ministère de la Santé et le ministère des Solidarités. C'est au moment où Michel Barnier annonce cette grande cause, repris d'ailleurs dans la même démarche par le nouveau Premier ministre François Bayrou, que la commande est passée à l'ensemble des ministères d'écrire une feuille de route pour leur secteur. Et ça répond avec l'objectif d'agir sur les déterminants de santé mentale de la population générale. Donc cette commande a été passée à l'ensemble des ministres par le Premier ministre. Je pense qu'il est en train de ramasser les copies. Il va devoir faire un peu la synthèse de cette démarche intersectorielle, interministérielle, pour un plan d'action qui, lui, sera réellement interministériel. Alors je vous rassure, dans le cadre de mes fonctions de portage de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, on n'a pas attendu la grande cause pour travailler en interministériel. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites en lien avec le ministère de l'Agriculture, par exemple, pour la mise au point de la feuille de route de prévention du mal-être agricole, avec l'enseignement supérieur, avec l'éducation nationale, les contacts sont anciens pour le déploiement des formations aux compétences psychosociales ou le secourisme en santé mentale, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'accompagnement par les pairs, la mobilisation de citoyens formés au repérage et à la médiation vers les ressources qui aident dans les communautés, c'est un outil extrêmement utile qui se déploie beaucoup. On a aujourd'hui 200 000 secouristes en santé mentale et l'augmentation est exponentielle. C'est un élément qui se déploie dans tous les milieux de manière tout à fait intéressante. Il y a une question très concrète qui est posée par un internaute. Est-ce que vous pouvez-vous agir pour dire à l'Éducation nationale, attention, Parcoursup et d'autres systèmes de sélection, ça stresse les jeunes, réfléchissez? Mais le partenariat, s'agissant des jeunes, enfants, adolescents, le partenariat avec l'Éducation nationale, il est évident et les préoccupations sur la manière de mieux repérer, mieux informer, mieux accompagner les jeunes, il est largement partagé avec l'Éducation nationale et ces outils co-construits, co-déployés, que sont le secourisme en santé mentale ou les formations aux compétences psychosociales, c'est typiquement un partenariat entre le ministère de la Santé et l'Éducation nationale. L'après-grande cause, pour vous, Angèle nous disait ce qu'elle attendait après des actions qui vont suivre pour que ça ne s'arrête pas. C'est quoi pour vous l'après-grande cause? Vu de la fabrique des politiques publiques, on attend beaucoup donc de ce Conseil interministériel sur la santé mentale qui va faire un peu la synthèse des feuilles de route. Voilà. C'est la poursuite, l'accélération et l'amplification de la feuille de route actuelle, qui est un programme de réforme très complet dans le champ de la prévention, dans le champ du soin, dans le champ de l'inclusion sociale, qui a atteint des jalons importants, mais qui a vocation à se poursuivre, à s'amplifier et à s'accélérer. Donc, à la fois, ces résultats obtenus par la feuille de route doivent nourrir
le programme gouvernemental pour l'année 2025 de la grande cause nationale et à la fois servir de programmation pour les années suivantes. Donc c'est vraiment à inscrire dans la continuité de cet engagement politique et financier tout à fait inédit auquel on assiste depuis 6 ans. On a l'impression que cette grande cause de santé mentale va buter sur la carence, on le disait, pour l'accès aux soins de personnel médicaux formés. Est-ce qu'il y aura 5, 10 ans d'attente avec un appareil de soins pas encore prêt et une demande sociale déjà forte? Alors, cette question de l'inadéquation entre les besoins qui augmentent beaucoup et l'offre qui a plutôt tendance à stagner, notamment, mais pas seulement, en lien avec les pénuries de personnel médical et paramédical, appelle des réponses, vraiment, il faut faire feu de tout bois. Donc, le numerus clausus de formation des médecins a été augmenté, les effets devraient se produire dans pas trop longtemps. Un accent a été mis sur la formation des pédopsychiatres, puisqu'il y a une priorité sur la pédopsychiatrie. L'attractivité des métiers du soin il y a un aspect nombre, formation de professionnels, mais il y a aussi un aspect qu'est-ce qu'il y a derrière ce désamour des soignants pour l'hôpital public. Et nombre d'entre eux font état d'une perte de sens. Il faut leur redonner une mission. Et répondre à ce sentiment de perte de sens, une réponse, c'est trouver des organisations plus vertueuses, d'une part, et c'est la qualité des soins, d'autre part. Les soignants, leur carburant, c'est de rendre service. S'ils sont dans des organisations ou dans des services où finalement on a l'impression de plus rendre service, on perd le sens de ce qu'on fait. Vous voyez réagir, Karine, à cela. C'est important, ça. Motiver les personnels soignants, leur redonner le sens de leur mission. Et trouver des organisations dans lesquelles ils ont le sentiment de s'épanouir et de progresser. Vous le ressentez vous? C'est une façon de dire leur laisser faire leur métier avec d'autres, en imposant moins de contraintes qui ne sont pas celles qui vont avec leur métier. Voilà, c'est ça. Moins d'administratif et puis plus de contact avec les patients. Vous avez lancé naturellement la table ronde parce qu'on va y passer. On est passé des sondés à l'État, des associations aux médecins. Et là, maintenant, on va passer aux questions. Elles ont été très nombreuses. Je n'ai pas pu toutes les noter, mais elles vont revenir sur ma tablette. J'en ai une première peut-être pour vous, docteur. Ça commence à quel âge le stress? Là, on parle des 18-24, mais un internaute dit, mais les 5-10 ans, il faut déjà se préoccuper de leur stress. Ça commence à la naissance. C'est un stress de l'odomètre, c'est une décharge d'adrénaline. Vous étiez dans un milieu sympathique, liquide, vous pouviez flotter un peu, et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez là, c'est un stress. Mais à 5 ans, on ne remplit pas votre grille. Mais tout stress n'est pas négatif, ne l'oublions pas. Parce que s'il n'y avait pas ce stress, c'est ce qui fait, j'allais dire ce stress qui fait que quelque part, on va se mettre à respirer. C'est la réponse au stress de l'accouchement, en fait, de la naissance. Exactement. Et c'est bien. C'est Jade qui posait cette question. Une autre question médicale, pour vous peut-être, Karine. On le voyait dans le sondage. Certains jeunes se tournent vers les médicaments. Il y a une solution médicamenteuse aussi au stress. Faut pas complexer, il ne faut pas être honteux parce qu'on prend tel ou tel déstressant. Alors, pour le coup, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. On va pas poser la question aux deux. Je ne suis pas psychiatre, mais on sait qu'effectivement, quand certains pourraient présenter des troubles, parce que dans le stress et dans le bien-être mental, il y a une partie où on est dans la pathologie, mais il y a une partie où en fait on est dans le mal-être. Donc on n'a pas forcément besoin de médicaments, mais quand on en a besoin parce qu'effectivement on a une dépression avérée ou autre, effectivement, un des soucis, ça va avec la stigmatisation, c'est que les gens se disent « Ah non, mais moi je suis pas faible, j'ai pas besoin de ça ». Et ça, c'est mauvais. Donc à partir du moment où on va vers un professionnel et qu'il nous prescrit quelque chose pour le gérer, alors à ce moment-là, il faut juste faire confiance en sa compétence et pas se dire que c'est une histoire de force ou pas. Et ça, c'est important. Les médicaments, docteur Duché, et certains ajouteraient dépénaliser les drogues douces, ça déstresse. Alors moi, je prescris très peu de médicaments. Et je pense que je suis efficace, quand même. Je pense que la psychothérapie est quelque chose qui peut être tout à fait efficace. Déjà d'écouter, ça a été dit, d'entendre ces difficultés qui sont celles du jeune en particulier. Moi, c'est très rare que, effectivement, je vais les utiliser lorsqu'il y a une pathologie avérée, sévère. Parce qu'on sait que les médicaments ne marchent pas forcément à 100%. Donc, en fait, en premier lieu, la psychothérapie, il écoute. Après, les médicaments, si on est dans une pathologie avérée sévère, oui.
Il faut savoir que ça peut être une aide et qu'il n'y a pas de honte. Pas de honte à avoir recours à cela. Alors là, la question, elle est vraiment pour vous, Karine. Est-ce que l'étude Mentalo, vous demande Audrey, révèle des disparités régionales? Alors, est-ce qu'on est plus stressé dans le sud que dans le nord, dans l'ouest que dans l'est, en ville et à la campagne? Alors, pour le coup, c'est un des objectifs de l'étude, de l'identifier, mais on n'a pas encore fait l'analyse pour pouvoir répondre de façon formelle à ce point. Intuitivement, on a l'impression que le milieu urbain est plus stressant. Franck Bellivier, vous? Non, je ne vais pas préjuger des résultats de l'étude Mentalo, mais qu'il y ait des disparités de contexte de vie, ça paraît assez clair. On a parlé, encore une fois, de l'exposition aux addictions, aux violences, à la précarité économique. Donc on s'attend à trouver des disparités liées au lieu de vie, évidemment. Gardez la parole, parce que Patricia vous dit, voilà, je suis assistante sociale en collège dans le sud-est de la Marne. Eh bien, il y a un désert médical. Il n'y a pas d'accès. Il faut 1 an pour avoir une consultation en pédopsychiatrie. Est-ce que vous pouvez la rassurer sur les années qui viennent? En tout cas, nous allons vers des jours meilleurs, c'est sûr. Est-ce que dans des délais raisonnables, on va résoudre ces problèmes d'inadéquation entre les besoins et l'offre? Pour nous, l'enjeu, ça a été dit par Angèle, mais je le répète parce que c'est très important, c'est aussi de structurer une gradation de l'offre, c'est-à-dire qu'il y ait des dispositifs de première ligne qui soient disponibles pour le plus grand nombre rapidement et que l'on protège les soins spécialisés qui aujourd'hui sont totalement saturés et débordés et qu'on le réserve, cette ligne spécialisée de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie pour les cas qui auront été repérés comme porteurs d'indicateurs de gravité par les dispositifs de première ligne. Dispositifs de première ligne, c'est la médecine générale, c'est le dispositif Mon Soutien Psy qui est ouvert aux mineurs, ce sont les maisons des adolescents qui se sont considérablement développées ces dernières années. Je ne connais pas la situation de la Marne, mais en tout cas l'idée c'est de mieux structurer l'offre avec une offre de première ligne qui soit facilement disponible pour le plus grand nombre et qui protège la ligne spécialisée. Guirchaume, une question pour vous, pour Link. Est-ce qu'il y aura une partie parentale dans l'application pour aiguiller les parents, pour mieux accompagner leurs jeunes? Une sorte de partie réservée aux adultes. Mais il y a un accès pour les adultes dans l'application qui leur permet de se connecter avec leurs jeunes et qui permet aux jeunes de partager les informations qu'ils souhaitent partager avec son adulte de confiance. Encore une fois, on donne la main au jeune, c'est lui qui est maître de ces données, sinon il n'utilisera pas l'outil. Si c'est un outil de contrôle, ça ne sert à rien. C'est un outil de lien. Dans cette partie adulte, on a aussi 2 outils à disposition. Le premier, ce sont des vidéos de sensibilisation à l'intention des parents. Comment réagir face à on découvre que son enfant se scarifie, quelle est la bonne attitude à avoir, ou comment ouvrir le dialogue autour de ce sujet-là. Mon enfant ne communique pas, s'enferme dans sa chambre, ne mange plus. Tous les sujets qu'on peut rencontrer en tant que parent. Et on a aussi un forum dans l'application pour la partie adulte qui permet aux parents de poser des questions qui sont, quand les réponses sont intéressantes pour l'ensemble des personnes, qui sont anonymisées et les réponses sont rendues publiques et c'est animé par Dr Claire Morin, qui est médecin psychiatre et qui fait partie du projet, et avec d'autres professionnels de santé. Lucas, une question de Romain pour vous. Il nous dit, vous parlez beaucoup d'école, mais il y a l'entrée dans le monde du travail. Et que pour beaucoup de jeunes, faire ses preuves, avec en plus la vie personnelle qui change, ça peut être très stressant. Vous l'entendez sur Nightline? Effectivement, on l'entend sur Nightline. Il y a différents points de rupture où on sait que ça peut être compliqué. L'entrée dans le milieu universitaire, l'entrée après dans la vie active. Ça, c'est des périodes où l'on sait que c'est difficile pour les jeunes et c'est d'autant plus important de pouvoir les accompagner, les écouter dans ces périodes-là et de pouvoir leur donner des outils pour pouvoir être des adultes. On pense souvent que les jeunes, c'est les citoyens de plus tard, mais en fait, c'est les citoyens d'aujourd'hui. Et c'est plus qu'important de pouvoir au mieux les outiller et les accompagner dans le début de leur vie professionnelle. Beaucoup de questions sur les violences que peuvent subir les jeunes et notamment les femmes par rapport à cette création de stress. Je ne sais pas si dans l'Alliance Santé Mentale, vous avez des associations qui gèrent spécialement ça et qui viennent vous voir avec des patients ou des patientes victimes de violences. Violences sexuelles, violences de harcèlement moral, etc. Alors, on sait que c'est un sujet important. Il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui travaillent sur cette question-là pour accompagner. C'est peut-être un des facteurs explicatifs. On parlait tout à l'heure du mauvais état de santé mentale des jeunes femmes et notamment des idéations suicidaires de plus en plus jeunes chez les jeunes femmes. Probablement la question des violences. Alors déjà, la question du rapport au corps et de cette pression sur le corps qui est liée aussi à ce qui va être véhiculé sur les réseaux sociaux et à l'absence de pause là-dessus, justement. Et puis la question des violences sexuelles et sexistes dont peuvent être victimes les femmes, ça peut être aussi une des explications qui
qui explique ce pourquoi les jeunes femmes sont plus affectées et leur santé mentale davantage dégradée que les jeunes hommes. Donc c'est une question extrêmement importante aussi. Extrêmement importante. Docteur, ça peut être une explication que les femmes subissant des agressions aient créé cette fragilité? Difficile de répondre. Ça peut, bien sûr. Mais il y a autre chose. Il y a le fait qu'on a créé un contexte de peur qui existe aujourd'hui, et chez certaines jeunes femmes, eh bien, elles vivent dans cet état. Moi, il y en a qui me disent « j'ose pas sortir, j'ose pas ci », parce qu'il y a ce climat mais ça, c'est beaucoup les médias. Parce que dans la réalité, on en parle plus. On leur fait peur, oui. Et donc, mais c'est en parlant qu'on lutte contre. Oui, mais il y a une façon un peu plus peut-être adéquate de présenter les choses. C'est pas systématiquement qu'une femme... moi, je pense à une jeune patiente enfin une jeune qui avait 20 ans, et je lui dis, elle était étudiante, je lui dis, mais si un jeune à la bibliothèque vient vous parler, vous allez vous dire quoi? Eh ben, c'est qu'il veut me mettre dans son lit. Peut-être que tout simplement, il l'a trouvée sympathique, il avait envie de faire connaissance avec elle, et non pas cette... Donc si vous avez automatiquement cette pensée, ce qui n'est pas très valorisante a priori... Mais ce qui est protecteur, défensif. Oui, enfin c'est le climat qui crée ça, c'est défensif, mais du coup, elle va se mettre à distance de tout le monde, et du coup, elle vit isolée. Et on retrouve la problématique affective de manque. Donc il y a aussi ce contexte qu'on crée et qui, à mon idée, est malsain. Merci beaucoup, docteur. Vous allez céder votre place à Pascal Rocher. Oui. Merci d'avoir participé. Vous vouliez compléter la réponse? Je vais laisser la parole d'abord. Non, mais pour dire que c'est un facteur de risque majeur, très sous-évalué. Et maintenant que la prise de parole est encouragée, maintenant qu'on a des études sérieuses qui montrent l'importance de ces phénomènes d'exposition à des violences, on mesure le poids de ce facteur-là, et donc je pense que ce moment particulier dans lequel on est, où la prise de parole est encouragée, va être très bénéfique. Très bénéfique. Mais on est dans une transition qui visiblement est douloureuse. Voilà, il faut pas du tout sous-évaluer, c'est un déterminant majeur de santé mentale et de trajectoire de santé mentale, en particulier pour les jeunes filles, mais aussi pour les garçons. Enfin, numériquement parlant, ça concerne beaucoup plus les jeunes filles, mais cet enjeu de l'exposition aux violences, c'est majeur. C'est majeur. Karine? Oui, et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne crée pas forcément un climat de stress pour les jeunes femmes. On a aussi, on parle beaucoup justement d'égalité, on parle beaucoup, donc c'est plus un tabou, et en tout cas on a changé culturellement sur le fait qu'il y a une volonté de gender issue, d'égalité des genres et tout ça. En fait, elles sont élevées dedans et elles n'en font pas l'expérience en pratique. Donc elles sont confrontées le plus souvent à une injustice. Et on leur dit qu'elles avaient les mêmes droits, qu'elles ne devaient pas subir de telles violences et tout ça. Et en fait, elles le voient ou elles le subissent. Et ça, c'est super délétère pour le bien-être mental. Donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais c'est une question qui se pose quand même. Oui. Moi, je vais rajouter un petit point là-dessus, rapidement, par expérience aussi personnelle. Le problème, c'est qu'on dit aux jeunes, libérez la parole, parlez de vos problèmes, déposez plainte, poursuivez. Et on va parler un peu de l'inefficacité, de l'absence de la justice pour les jeunes. Voilà. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous dites aux gens, parlez, ce n'est plus acceptable, on va vous protéger, mais en fait, la justice ne protège pas aujourd'hui. Elle ne protège pas parce qu'elle est saturée. Elle commence, mais elle n'a pas les moyens, ou elle a trop de temps. Non, vous mettez 3, 4, 5 ans avant d'avoir une avancée sur la justice. Et cette déception crée un stress supplémentaire, une angoisse supplémentaire. Ma fille aurait pu vous en parler, c'est vraiment scandaleux, parce que vous donnez de l'espoir à des jeunes en leur disant, on va vous aider, et en fait, il n'y a pas de réponse. Aucune. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout, en fait. On se sent abandonné et trahi. Complètement. Vous le sentez, Anna Klein, il y a des appels beaucoup sur ce thème-là? Effectivement, c'est des appels qu'on reçoit quand même en grande partie à Nightline. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a souvent l'impression que les violences sexuelles, effectivement, ça affecte les jeunes femmes. Et souvent, il y a cette pensée que c'est l'autre, que c'est l'individu, que c'est l'étranger, effectivement, qui va venir vous agresser, alors qu'on sait, les chiffres le montrent, que c'est surtout dans l'entourage amical, familial. La notion d'inceste, ça revient quand même beaucoup sur notre ligne d'écoute. Et c'est là où c'est important de pouvoir se poser la question. C'est, en fait, quand c'est quelqu'un de notre cercle familial à qui on va en parler, justement, qu'on subit des violences sexistes et sexuelles. Et c'est là où c'est important de pouvoir à la fois rassurer, en parler, libérer la parole, et surtout de pouvoir dire à l'école, à différents endroits, en fait là, intégrer la notion de consentement et ce que ça veut dire aussi les violences sexistes et sexuelles. On accueille Pascal Rocher qui va conclure tout à l'heure. Vous êtes le président de la Fondation puis le directeur général de Ramsay Santé. Mais avant votre conclusion dans quelques minutes, là j'ai une question pour vous. Donc ça tombe bien que vous soyez arrivé.
Siméon voudrait savoir comment on peut solliciter la Fondation Ramsay pour avoir un soutien financier, une aide, un conseil pour un projet associatif. La Fondation fait cela? Oui, absolument. La Fondation Ramsay Santé soutient des associations, et notamment sur la santé des jeunes. Donc tout simplement sur le site internet de la Fondation, vous trouverez le contact de la déléguée générale, Laure Emmanuel Le Gall, et on vous répondra. Voilà, il y a un comité scientifique qui est également œcuménique pour choisir les associations qu'on soutient tout simplement. Très bien, Siméon a sa réponse. Oui, la Fondation Ramsay est au rendez-vous, pas seulement du diagnostic avec le webinaire. Plusieurs questions sur... Est-ce qu'on n'a pas créé ce climat ou favorisé ce climat de stress sur les jeunes avec cette génération de l'enfant roi? En disant toujours oui aux enfants, en considérant que l'enfant devait avoir toujours raison, est-ce qu'on ne l'a pas fragilisé? Karine, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vue de l'esprit? En fait, on est en train de dire, parce qu'on a été trop bien traitants, on les a fragilisés, et si on continuait à les violenter, alors peut-être qu'à ce moment-là, ils seraient plus forts et résilients. Je ne sais pas, je sais pas s'il y a une théorie derrière, si c'est ça le discours. En tout cas, c'est pas une notion... L'idée de les protéger, de leur faire croire que le monde n'est pas ce qu'il est, que ça n'a pas été quand même un biais éducatif? Alors je sais que, je ne suis toujours pas psychiatre, et je sais que des pédopsychiatres disent que... Il en cherche, vous savez. Ouais. Donc, non, mais je sais que des pédopsychiatres en contact avec la jeunesse disent qu'ils sont étonnés parce qu'ils ont moins de résilience, ils amortissent moins les chocs. Mais est-ce que c'est lié justement aux facteurs de stress auxquels ils sont exposés? Et donc, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on est tout le temps exposé au stress, eh bien, on n'a plus la possibilité, en fait, d'amortir les chocs. Ou est-ce que c'est lié, justement, au Covid qui les a tellement isolés, désocialisés, qu'on leur a plus appris à se socialiser? Parce que, quand même, un des facteurs de pause, c'est aussi la socialisation. C'est l'échange. Je vais parler de mon mal-être, je vais parler de mon bien-être, je vais parler de ce que je fais, je vais avoir une reconnaissance de ce que je suis. Est-ce que c'est lié aussi à ça? En fait, je n'en sais rien. J'ai un doute sur le fait que ce soit parce qu'on les a bien traités enfants qu'aujourd'hui ils aillent mal, mais à voir. Vous sentez, Franck, la pression de cette idée qu'on en a trop fait, qu'il faut peut-être laisser les jeunes aller affronter ce monde de rudesse? Dans les années 50, c'était pas drôle non plus, nous disent des internautes. Les standards internationaux sur les droits de l'enfant sont relativement récents, et je pense qu'on est en phase d'apprentissage. Nous... membres d'une société dans laquelle il y a des adultes, des enfants. Et voilà, mais je ne vois pas l'enfant roi comme un facteur de risque d'une mauvaise santé mentale. Je pense que les relations adultes, enfants, ados évoluent et la reconnaissance des droits propres à l'enfant, à mon avis, est quelque chose qui va être structurant dans l'évolution de ces relations adultes-enfants. Guirchaume, quand les parents veulent emmener un ado à une consultation et que l'ado refuse, qu'il ne veut pas consulter, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est assez compliqué, parce que c'est vrai que la non-adhésion du jeune aux soins est quand même c'est un vrai sujet. Je pense que ça se construit... On encourage, il faut encourager, déstigmatiser, ne pas juger. Voilà, c'est tout un lien qu'on crée. Et nous, c'est ce qu'on dit, c'est que ce lien-là, idéalement, il faut le créer avant que le jeune ait des problèmes. C'est-à-dire que tout parent, en fait, doit essayer de créer ce lien de confiance, ce lien fort avec son jeune, pour qu'il soit le pilier indéfectible. Quand on a un problème, on se tourne vers qui? Vers son adulte de confiance, son père, sa mère ou quelqu'un d'autre. Et c'est compliqué de l'emmener, ça prend du temps. Il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut pas, ça sert à rien de s'énerver, de le forcer, de lui dire tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. À un moment, quand on a un jeune qui est en difficulté, on est obligé de l'emmener en soins. On n'a pas le choix. En tant que parent, on est responsable, surtout s'il se met en danger. On doit évidemment l'emmener en soins, mais il faut s'attendre à un combat qui va être difficile et où on va devoir faire preuve de beaucoup d'échanges et de discussions pour apaiser les choses et surtout au maximum ne pas être dans le jugement de ce que vit le jeune, essayer d'aller dans son sens, d'ouvrir vraiment, de l'écouter simplement, pas systématiquement chercher à lui donner des solutions. Le jeune, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, il n'attend pas des solutions, il attend de l'écoute, c'est la première chose et c'est ce qu'il attend aussi de ses parents, c'est de se sentir écouté. Voilà. Des questions sur le sport, puisque la réponse spontanée des jeunes, c'était de faire du sport. Ça va être une feuille de route importante, de développer le sport en prévention et... Alors, il y a des maisons santé et sport qui se développent avec, pour certaines d'entre elles, un volet santé mentale qui est justement la prescription du sport pour entretenir sa bonne santé mentale ou en tout cas
contrecarrer des situations de souffrance psychique. Donc voilà, ce mouvement-là est engagé. On sort d'une année grande cause nationale du sport qui a beaucoup œuvré pour faire reconnaître les bienfaits du sport pour la santé en général et pour la santé mentale en particulier. Et puis on a des ambassadeurs de l'intérêt du sport dans le champ de la santé mentale, des ambassadeurs fameux, Teddy Riner qui a fait son coming out sur sa propre expérience de la dépression et les vertus du sport. Il y a un film tout à fait éloquent sur ce sujet-là qui s'appelle Strong, qui montre les liens entre recherche de performance sportive et sport comme bienfait. Donc le monde du sport nous appuie beaucoup dans le portage des actions en faveur d'une bonne santé mentale. Angèle, pour la déstigmatisation, est-ce que les prises de parole, on évoquait Nicolas Demorand tout à l'heure, vous appelez tous ceux qui ont un peu de notoriété, qui ont traversé des troubles, à en faire état? C'est vraiment utile? C'est extrêmement utile. Alors, ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé sur la déstigmatisation, c'est que ce qui marche le mieux, parce que c'est très compliqué de faire changer les regards, hein, c'est des millénaires quand même de représentation de fous, de faiblesse, de violence qu'on va associer. Donc, il faut vraiment travailler sur le long terme. Et ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle le contact social, le contact direct avec les personnes concernées. Alors, soit à travers un événement sportif, une rencontre, ou à travers un podcast, une vidéo, un témoignage, tout ce qui va vous permettre de voir la personne, de voir aussi l'espoir qu'il y a derrière. S'identifier éventuellement. Voilà, encore une fois, Nicolas Demorand, quand il vous dit, voilà, mais je suis là chaque matin, je travaille, je me soigne et je travaille. Et ça, c'est un message, oui, avoir un trouble psychique, c'est pas forcément être enfermé chez soi toute sa vie ou être enfermé dans un hôpital. Au contraire, il y a des vies, on se rétablit, on peut fonder une famille, travailler, etc. Donc porter ce message d'espoir-là et puis avoir des personnes qui témoignent. Alors c'est sûr, quand c'est des célébrités, ça porte le message et puis on va rêver un peu, se dire, waouh, quel parcours incroyable. Mais aussi des personnes de la vie de tous les jours. Il faut vraiment que ce soit des messages faciles à dire en fait et véhiculés. Et la rencontre en fait, le contact direct, c'est vraiment ça qui marche le mieux. Pascal, le moment est venu de conclure ces 8e rencontres de la prévention santé. Alors, vous avez assisté dans la coulisse d'abord, puis en plateau ensuite à ces rencontres. Ça progresse quand même. Oui, non, ça progresse. D'abord, merci à toutes et tous les intervenants. Merci à vous aussi, Christophe. Je réfléchissais, c'est les 8e rencontres prévention santé et les 7e sur la santé des jeunes. Et je crois, qu'on voit le besoin. On voit également l'importance de la mobilisation collective, quels que soient les types d'acteurs, ministères, publics, associations, etc. C'est remarquable. Et il y a un vrai progrès dans ces dernières années. Le mot déstigmatisation a été utilisé plusieurs fois. Voilà. Après, c'est l'ADN de ces rencontres, je dirais, de pouvoir échanger, de pouvoir progresser, de pouvoir apprendre, de pouvoir partager, y compris les expériences étrangères. C'est également l'ADN de notre groupe présent en Suède, en Norvège. Et je ne dis pas que c'est parfait, voir également comment les problématiques de santé mentale, notamment de manière digitale, dans ces grands pays en termes de superficie et faible nombre d'habitants sont traités. Donc oui, moi j'ai beaucoup appris. Merci une fois de plus à tous ceux qui ont participé. Et il faut qu'on progresse ensemble de manière large et étape après étape. La grande cause, une année de grande cause, ça change la donne quand même. Oui, ça change la donne. Ça change de dimension. Absolument, ça change la donne. Et ce que disait Angèle, je suis assez convaincu depuis maintenant un peu plus de 13 ans de voir le progrès. C'est la fin des tabous. Enfin, certains, je ne suis pas médecin, certains en parleraient mieux que moi. Il y a eu un formidable progrès. La grande cause, c'est une mobilisation de tous les acteurs, c'est une prise de conscience, c'est une volonté d'avancer ensemble et c'est une volonté également, on en parlait avant avec le professeur Bellivier, la coordination entre tous les acteurs sur cette problématique est absolument majeure et voilà, si on peut contribuer à travers la Fondation Ramsay Santé à ceci modestement et en soutenant les associations, on est là pour cela également. Donc il y a l'étude aujourd'hui qui donne un aperçu, un diagnostic. Il y a la mise en lien, la Fondation peut servir de plateforme de rencontre pour ces associations. Modestement, oui. On est là pour mettre en relation, comme beaucoup d'autres ici, de manière, je dirais, quasiment coordonnée, non coordonnée. Cette étude, c'est un point de départ. Cette étude, je laisserai les scientifiques dire ce qu'ils en pensent, mais ce qui sera important selon moi, selon nous pour l'association, c'est la variation, c'est la dérivée, c'est comprendre, s'écouter, agir ensemble étape par étape. Je crois que c'est ça qui est critique. Et Ramsay, c'est un balcon sur des professions de santé. Alors oui,
Oui, puisque en France, on prend en charge à peu près 20 000 patients souffrant de pathologies de santé mentale en hospitalisation complète, en hospitalisation de jour. Sur les jeunes, nous avons notamment dans le sud de la France des entités dédiées sur également des jeunes en souffrance, en déscolarisation, donc en classe virtuelle avec des pédopsychiatres, avec le professeur Martial Ruffo, etc. On est en train de travailler ensemble et à partager comment nos équipes en Norvège, par exemple, prennent en charge l'anorexie avant tout chez les jeunes adolescentes, avec des programmes passionnants et qui sont partagés avec la communauté médicale et au-delà de Ramsay Santé. Voilà, une fois de plus, public, privé, association. Donc il y a tout ce balcon, comme beaucoup d'autres, je dirais, et avec la houlette par définition du gouvernement pour mettre en œuvre tous ensemble et décloisonner. C'est ça le mot-clé. La culture du monde médical a changé du tout physiologique. Oui. On évolue vers le psychologique, le psychique. Il y a une sensibilité qui s'est épanouie dans ces professions. Énorme, et ça a été souligné par beaucoup et également par Miel. Par rapport aux parents, je veux dire, ne pas sous-estimer l'impact sur la famille lorsqu'on a un jeune en difficulté. Donc également cette notion absolument majeure de travailler ensemble, de libérer la parole et de former, d'aider. Et voilà, je parlais avec votre fille de cette application, comme également en tant que parent, on se prépare, on aide. Où commence, où s'arrête notre rôle, c'est absolument majeur pour aider le jeune en difficulté. Une dernière question pour vous, pour conclure. La problématique financière qui revient dans le stress. La santé, ça coûte cher. Donc il faudra travailler aussi sur cela pour que les jeunes n'aient pas l'angoisse de se faire soigner sans en avoir les moyens. Oui. Alors un certain nombre de choses, beaucoup de choses ont été faites, et merci depuis quelques années sur ce sujet. Les rendez-vous prévention, la notion de prévention mise en place par François Braun, alors ministre, etc. Beaucoup de choses ont été faites. On peut avoir, en tous les cas, voyons le verre à moitié plein. Je pense que sur le sujet des solutions digitales en santé mentale, de la continuité des soins et du financement des solutions digitales, en tous les cas, par rapport à ce que je constate avec nos équipes en Suède, en Norvège notamment, je pense qu'on peut encore progresser dessus. Je sais qu'il y a des travaux en cours, sous votre houlette, Franck, donc j'y crois profondément. Voilà, j'y crois profondément. Oui, vous avez raison. Le verre, il est même plus qu'à moitié plein. On l'a vu avec toutes les initiatives, des applications, des lignes téléphoniques, des études larges, approfondies. La connaissance de ce fléau progresse et les solutions sont déjà en route. On attend beaucoup des feuilles de route, évidemment, qui vont arriver de cette année de grandes causes et de ce qui va suivre. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à 11h30, à la fin de ces 8e rencontres prévention santé. Le plus stressé, c'était moi. Mais grâce à vous, ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez, il y a des solutions finalement faciles. Merci beaucoup. Le débat va continuer, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt pour les 9e rencontres prévention santé de la Fondation Ramsay. Merci encore à tous. Merci.